La terre est bien vivante. Elle a des cheveux merveilleux, sous la forme des branches des saules, qui descendent nonchalants comme les cheveux blonds des filles dans leur dos, qui bougent avec le vent, qui murmurent des chansons précises, destinées aux amants. C'est un saule ainsi qui était dans le jardin du voisin d'Anabata. Anabata, c'était un petit tisserand qui vivait dans une petite maison, là-bas sur une île lointaine à l'est. Il n'avait pas d'enfant, pas de femme et pas de saule. Son voisin avait une femme, un enfant et un saule. Alors lui, tous les soirs et tous les matins, il allait apprécier le soleil se levant, mais surtout sa lumière, sa luminosité sur les feuilles du saule nonchalant qui s'éveillait à ses premiers rayons. Il regardait le vent. Il voyait le vent grâce aux feuilles du saule. Il sentait la rivière grâce à l'humidité sur les feuilles du saule. Il avait son cœur qui se remplissait d'amour et puis il allait travailler. Le soir, il retournait et regardait le saule. Il le voyait tout doré comme si c'était un soleil. Et le saule frémissait sous son regard. Alors son voisin, qui avait un enfant qui avait grandi, qui prenait beaucoup de place, il s'est décidé à devoir abattre le saule parce qu'il prenait trop de place. Anabata s'est précipité, il a dit « Oh non, donne-moi ton saule. » Ah, si tu veux. Oui, on va arriver à enlever toutes ces petites racines, ces radicelles et tout, on va le retirer de la terre de ton jardin et le mettre dans la mer. Et ils l'ont fait. Alors Anabata était aux anges. Il pouvait aller s'asseoir au pied du saule, il ne pouvait pas le faire avant, il pouvait l'enlacer, il pouvait dormir entre ses racines. Oh, il était trop content. Un jour, enfin plutôt un soir, après avoir embrassé son saule, il rentre pour aller dormir. Juste sur le pas de la porte, une femme, d'une beauté, avec des cheveux noirs qui n'en finissent plus jusqu'au sol, deux petits yeux en forme de virgule, la tête ronde comme la lune, qui sourit. Vous irez pour elle. Elle ne dit pas un mot, et elle n'a pas parlé très longtemps, mais elle est rentrée. Elle a bu le thé, elle a passé la nuit là, l'autre nuit, encore une nuit. Tellement de nuits qu'ils ont eu un petit enfant qu'ils ont appelé Kinami, ce qui veut dire saule dans la langue de ce pays. Et Kinami a grandi. Et puis, un jour, il y a des hommes qui viennent, qui rentrent dans le jardin, qui demandent à Anabata. Oh, nous venons vous chercher parce que le temple de la déesse Kwannon, notre grande déesse, va s'écrouler. Oui, un des piliers est tout fêlé, tout cassé. Et nous cherchons un arbre grand et droit qui pourrait le remplacer. Et, ô Seigneur de ce lieu, vous avez l'arbre qui pourrait sauver notre temple. Anabata a un frisson, mais en même temps, il a une femme, il a un enfant, et c'est le temple de la déesse, il honore la déesse, comme tous les gens de son pays. Alors, il s'entend dire, oui, vous pouvez avoir mon arbre pour le temple et pour la déesse. Il rentre chez lui, et elle, la belle aux longs cheveux noirs, lui pose la main sur le bras. Et pour la première fois, elle parle. Anabata, il parle. Anabata, tu as Kinami maintenant. Je dois partir. Comment tu dois partir? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ne me retiens pas, Anabata. Je ne peux pas rester. Je suis l'arbre de l'arbre. Et elle disparaît en disant ça. Ce n'est plus qu'une vapeur, un soupçon
Une idée d'être humain qui s'enfuit, qui rentre dans le tronc. Anabata se précipite, prend le tronc dans les bras, l'embrasse. Il passe la nuit là en pleurant. Il se place la nuit accroché à son arbre. Le petit garçon qui l'a mis essaie de tirer son papa, ça ne sert à rien, le papa il est là. Il est là jusque quand les hommes viennent avec les haches, avec les commiers, avec les cordes, avec les bœufs pour tirer l'arbre. Ils trouvent l'homme là, embrassant l'arbre. Ils ne comprennent pas. Ils disent « Oh, quel homme pieux! Il vénère l'arbre pour la déesse Kwannon. » Et quelque part, ces paroles vont lui redonner de la force. Il va lâcher en tremblant l'arbre. Il va rester là, assis, à côté de son petit garçon, à regarder les arbres, prendre les pommiers et frapper celle qu'il a aimée, celle qu'il aime. Des coups qui résonnent dans son cœur, des coups qui font éclater ses veines, des coups qui frisent, qui glacent son sang. Il frappe encore, et dans un bruit de tonnerre, dans un bruit d'enfer, l'arbre s'abat à faire trembler tout le village, toute la colline, la rivière, la maison, son cœur entier, son corps. L'arbre couché. Alors les hommes viennent, ils attachent aux racines, ils attachent aux branches les cordes, et ils tirent, ils sont 100. L'arbre ne bouge pas. Et ils tirent, ils sont 200, et l'arbre ne bouge pas. Ils tirent avec les bœufs, avec les ânes, avec les chevaux, l'arbre ne bouge pas. Alors Kinami lâche la main de son papa, va près du tronc de sa maman, caresse l'arbre et lui parle tout doucement. L'arbre frémit. L'arbre a compris. Enfin, quelqu'un qui me traite comme un être vivant. Alors il prend une branche douce sous ses excellentes feuilles et il dit « Viens, maman ». Et l'arbre a suivi l'enfant. Il est allé, comme un maître, porter le temple de la déesse Kwannon. Il y avait des hommes qui vivaient dans le désert et ils n'avaient pas de sel. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'eau et pas beaucoup de mer. Alors, là-haut, le grand seigneur a regardé sa fille. Et sa fille, qui était belle, avec sa robe toute blanche, toute brillante, toute magnifique, dit « Oui, oui, je vais y aller. » Et la jolie, belle indienne, fée et déesse descend sur terre. Elle tire sur sa robe. Et elle étend une robe de sel, toute brillante comme la neige. Et puis de l'eau. Ils avaient un lac salé, un grand lac salé, perdu dans le désert du sud de l'Amérique. C'est à ce moment-là que deux chasseurs emplumés passent. Ouh! Ah là, on l'avait jamais vu, non? Ah, il est salé. Oh, on va le dire au village. Il court au village. Il y a un lac salé. La déesse, la mère salée, elle est venue pour nous offrir du sel. Tout le village qui se rassemble, tout content. Les femmes devant, les prêtres derrière, et puis après encore les hommes, et puis les enfants, tous en chantant avec du maïs, avec des paniers, avec des cadeaux, avec des offrandes. Ils vont jusqu'au lac. Et puis là, au bord du lac,
Il célèbre, il salue la belle déesse avec sa robe blanche toute cristalline. Et puis, il recueille le sel, il la remercie, ils lui font des offrandes. Ils mangent des galettes de maïs. Ils rentrent. Quand ils rentrent, ils font avec le sel une magnifique montagne blanche déposée sur un tissu noir, bien choisi, la bonne taille. Et puis dessus, ils mettent des pierres précieuses que la montagne leur a données. Et puis autour, ils font une danse extraordinaire et remercient la déesse sel. Et puis, très consciencieusement, ils partagent le sel en le nombre de familles. Chacun peut manger du sel. Le temps passe, le sel passe. Il faut aller chercher du sel. Cérémonie, galette de maïs, les enfants, les femmes, les prêtres, tout le monde sont là et ils repartent en chantant vers le lac. Ils reprennent à nouveau du sel, ils déjeunent, ils font des offrandes, ils rentrent. Le tissu noir, la montagne, le sel, les pierres, les chants, le partage. Un temps plus court se passe, il n'y a plus de sel. On repart, on refait la même chose, on revient, on met le tissu, on met le sel, on fait la célébration, on met les pierres, etc. Le temps encore plus court passe, on manque à nouveau de sel, bon ben ça va, on y va, bon moi j'y vais pas aujourd'hui, ça va, il y en a 4-5 qui y vont, ils prennent du sel, ils reviennent, on jette un tissu noir, bon, enfin un petit rituel comme ça, on prend son sel. Puis ils y retournent, il n'y a plus qu'à 3, ils laissent leurs déchets dans l'eau. La fille du Seigneur du ciel est toute triste. Elle reprend sa robe. On est parti. Quand les hommes reviennent, il n'y a plus qu'une boue avec du sel. Ils doivent gratter la terre, nettoyer, retrouver un peu de sel. Et hop, il a fait sec ces temps-ci, c'est sans doute pour cela qu'il n'y a plus de sel. Il y en aura plus la fois prochaine. Ils reviennent, on n'a que ça, mais on retournera dans 10 jours. Un petit rituel, c'est le partage. Quand ils retournent, elle est partie. Elle a c'est juste une plume blanche. En plus, elle a dit au Seigneur des turquoises, toi aussi tu viens avec moi parce qu'ils ne vont pas te respecter non plus. Ils ont plein de turquoises et puis après ça, ils les exploitent et ils sont partis à deux. La grande déesse du sel, la fille du Seigneur et Monsieur Turquoise. Ils sont partis très loin. Et quand les Indiens sont revenus, ils n'ont plus trouvé le sel. Alors ils sont partis, très paniqués. Ils ont cherché loin. Ils ont demandé par où elle est passée. Et ils ont dit, il y a eu un peu de sel sur la tête tout à l'heure. Et ils ont été chercher. Ils ont marché beaucoup. Et puis ils ont trouvé enfin un lac salé. Alors là, ils ont imploré, ils ont remercié, ils ont pris un tout petit peu de sel. Et quand ils sont rentrés, c'était encore plus difficile parce qu'ils se sont perdus. Et comme ils sont arrivés des mauvais côtés, leurs frères, leur village ne les a pas reconnus. Il a cru que c'était les Navajos qui venaient chasser, alors ils ont reçu des flèches, ils ont dû tout abîmer. Mais en plus de cela, la déesse a leur donné le sel. Elle leur a dit qu'il allait faire des rituels compliqués, qu'ils ne pouvaient pas le toucher tant qu'il n'était pas lavé par la fille de leur sœur, je ne sais pas qui, enfin bon, quelqu'un de la famille difficile à trouver. Et puis il devait être lavé comme ça, et puis il ne pouvait pas, et puis il devait encore faire des rituels, et puis il ne pouvait pas ni faire l'amour, ni dormir, ni quoi que ce soit avant de pouvoir les consommer. Bref, les rites sont devenus très compliqués. Et c'est ainsi que la terre nous apprend à la respecter. Et la terre, elle est pleine de richesses, elle est généreuse merveilleusement. Il y a d'autres histoires, là ils ont dû faire des choses compliquées, mais vous connaissez les Poukas? Les Poukas, c'est des esprits qui sont dans ces pays des Celtes là-haut aussi. Les Poukas, parfois, c'est un tout vieux monsieur, un tout maigre mal habillé, qui a un costume trop court. Parfois, c'est une espèce de licorne magnifique, bleu clair, qui ressemble à un vent qui se déplace, bleu clair, turquoise, rose, avec une grande crinière, parfois une corne, parfois pas. C'est le Pouka. Ben voilà, c'est l'histoire de Pouka. Là, c'était un vieux menu qui n'avait plus la force de faire son chant tout seul. Alors il a dû engager 3 ouvriers. Les 3 ouvriers sont là pour récolter, c'était un champ de maïs, récolter le maïs, et puis surtout pour le broyer toute la nuit.
Et une nuit, le vieux menu, il a quelque insomnie parce que c'est la pleine lune. Alors, si au lieu d'essayer de dormir, je vais aller saluer la pleine lune. Et il sort tout content, regardant les étoiles, et la pleine lune, ce jour-là, elle pleut pas. Et puis, qu'est-ce qu'il voit? C'est 3 ouvriers qui dorment. Et pourtant, tout le maïs, il est broyé. Alors, il se pose la question, du demain, je me lève aussi, je vais voir. Et le lendemain, il se met dans un petit meuble où il a fait un trou, une espèce de coffre qui se trouvait dehors. Et il se cache, et il regarde. Et il voit que c'est un pouka. Un vieux pouka, très sérieux, très distingué, avec un vieux costume tout mité, tout troué, qui fait travailler 3 petits poukas qui ressemblent, eux, plutôt à des petits licornes, des petits chevaux. Et c'est des petits chevaux qui, avec leur sabot, tac, 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 qui broient tout le maïs et tout, et qui font la farine de maïs. Et lui, waouh, c'est le pouka. Il regarde ça tous les jours, il dit, mais alors moi je dois plus payer les 3 ouvriers, parce qu'il n'y a pas de raison si le pouka il fait tout. Donc il licencie les 3 ouvriers et il se retrouve un tout petit peu plus riche. Et puis beaucoup plus riche parce qu'il n'a plus rien à payer. Il a tout ce maïs qui est fait. Il se dit, quand même, je devrais remercier le pouka. Alors, comment je vais le remercier? Je vais lui faire un beau costume parce que là, vraiment, il est tout mité. Et il va chez le tailleur et il demande un beau costume, mais comme les poukas les aiment bien, donc rose, avec des boutons verts comme des bonbons, avec des dentelles, un grand col et tout. On ajoute des froufrous par-ci, des froufrous par-là, des morceaux qui pendent et tout. Enfin, magnifique costume, quoi. Vraiment, vous aimeriez la voir, je suis sûre. Et il dépose ce magnifique ornement au sol, à l'endroit où se tenait le vieux pouka pour commander les 3 petits poukas. Et le jour après, le vieux pouka, il arrive, il fait, oui, pour moi ça. Il est trop content, il est beau costume. Qu'est-ce qu'il est gentil. Et il prend le beau costume et il enfile. Et il met de l'autre côté et tout. Il regarde, ah, je suis beau et tout, je vais aller en ville, je suis trop content. Pourquoi partir en ville? Et alors, le prisonnier, il se dit, mais maintenant il n'y a plus de pouka pour faire mon choix, qu'est-ce que je vais faire? Alors d'abord il appelle pouka, reviens, quoi, t'es beau, mais c'est pas la raison, pouka, reviens. Et puis comme il est vieux, il est quand même un peu sage, il se dit, mais après tout, grâce au pouka, je suis riche maintenant. J'ai assez, j'ai pas besoin de travailler encore. J'ai plus besoin de quelqu'un qui broie mon maïs. Je peux vivre en paix. Alors tout content, il arrête. Il arrête de travailler, il laisse le pouka en vie, qui est toujours là d'ailleurs, si vous avez un jour du blanche, le pouka dans les rues. Très très content. Parfois ça coûte un peu plus cher d'avoir des cadeaux, mais c'est toujours la simplicité qui gagne. On se retrouve au Tibet. Et là, il y a un tout simple petit gardien de mouton, un tout petit berger comme ça, qui est là avec ses moutons, il est trop content. Et quand il reçoit son repas, il met toujours un petit morceau pour son rinpoché, vous savez, son précieux lama qu'il enseigne, qui est mort, qui est un rinpoché dans les étoiles. En fait, il laisse chaque fois un petit morceau de nourriture. Mais un jour, il reçoit les restes, il y avait des invités, il reçoit les restes. Alors, il n'ose pas donner pour le rinpoché, il mange tout. Tout à coup, le rinpoché devant lui, il dit, pourquoi tu m'as rien donné? Oh, rinpoché, je suis désolé, je t'ai rien donné parce que c'était des restes. Alors le rinpoché dit, oui, c'est l'intention qui compte, t'aurais pu me donner des restes aussi. Mais c'est pas grave, tu m'en as toujours donné de la nourriture et tu me respectes, tu as un bon cœur. Et t'as même cru que c'était pas bon de me donner de la nourriture qui n'avait pas été directement servie pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Fais un vœu. Alors le petit berger, il réfléchit pas très longtemps et très simple, il dit, moi, je veux comprendre le langage des animaux. C'est fait qu'il dit le rinpoché et il disparaît. Le lendemain, il retourne avec ses moutons et ils sont là tous avancés. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me dis ça, maman? Demain, reste pas trop derrière, sinon tu vas recevoir des coups de bâton du berger. Ni trop en avant, parce que c'est le loup qui pourrait le manger. Mais maman, tu es là demain, tu pourras me dire tout ça demain. Non, mon enfant, mais pourquoi t'es pas là? Parce que notre Seigneur a décidé de faire une grande fête et d'offrir un mouton pour ses invités. Et le mouton, c'est moi. Je comprends tout ça. Il dit, ah non, ça c'est trop triste, on ne peut pas séparer ainsi la maman de l'enfant et tout. Donc tôt le matin, le berger, il part avec la maman mouton et le bébé, avec l'agneau. Il a bé. Arrive un cheval avec un cavalier au-dessus et un poulain qui court derrière. Maman, pourquoi tu cours si vite? Parce que j'ai mal. Pourquoi est-ce que tu as mal? Mais parce qu'il y a une aiguille qui se trouve dans ta pizzelle et il rentre dans mes reins à chaque coup qu'il donne et tout ça. Mais maman, je ne peux pas te suivre, mais j'en peux
il va mourir, il est malade, je cherche un médecin ou un magicien qui va le soigner, laisse-moi continuer. Mais arrêtez-vous, vous n'irez pas loin, vous blessez votre cheval. Comment tu sais ça? Il s'arrête, il descend, furieux. Le cavalier, il regarde et il voit en effet tout blessé, le sang qui coule et tout, l'aiguille catalyse. Mais c'est toi le magicien, c'est toi qui vas soigner. Non, non, monsieur le berger et tout, tu viens avec moi. Mais tout le monde, il part avec le cheval, avec la jument, les deux moutons. Il arrive dans la maison, l'homme est couché, il y a une chatte avec ses bébés, elle est livrée. Attendez, petit, je vais m'en occuper. Je vais parler avec l'étranger. C'est qui l'étranger? C'est qui l'étranger? L'étranger, c'est un grand magicien qui vient soigner notre maître. Non, qu'est-ce qu'il a, notre maître? Ah, notre maître, il a des fourmis qui sont rentrées dans son oreille parce qu'ils avaient froid, ils pensaient que c'était l'hiver. Et d'un coup, ça va, ça pollue son crâne et tout ça, ça fait plein de bruit dans sa tête. Et il faut... Et comment il faut faire? Ben, c'est très simple. Il faut mettre un peu de... Il faut qu'on prenne une petite clochette, qu'il fasse des bruits avec les clochettes, qu'il fasse couler un peu d'eau et qu'il approche une bougie. Comme ça, il croit que c'est à nouveau le printemps parce qu'il y a des parfums, il y a l'eau qui coule, il y a la lumière tôt, etc. Ah, c'est tout ça. Et lui, il comprend tout. Merci, d'un coup, le chat dit, ne vous inquiétez pas bien, les petits, je vais vous chercher à manger. Bien, bien. Bien sûr que le berger, il prend son plat, il le donne au chat, non, merci. Vous m'avez tout dit. Puis on lui demande quoi, il dit, ben voilà, il faut la clochette, il faut de l'eau, un petit arrosoir, il faut une bougie. Il est là, gling, 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 gling. Lever de soleil, près de l'oreille, les fourmis. Ouais, c'est le printemps, on peut sortir les copines. Il y a toutes les fourmis qui sortent. Et voilà l'homme guéri. Et voilà notre petit berger, tout content, qui se retrouve avec une belle maison et plein de cadeaux parce qu'il a soigné l'homme. Ça, c'est la façon dans la nature, quand on l'écoute bien et qu'on est très humble, elle peut nous rendre vraiment heureux. C'est ainsi qu'il fait le petit berger vraiment heureux. Et alors, je sais que le temps est une notion qui existe ici, donc il n'y en a certainement plus beaucoup. Mais j'ai encore une histoire que je vous conterai. Est-ce que j'ai le temps? Dis-moi, Kathleen. Est-ce que j'ai le temps de raconter la dernière histoire? Evelyne? Oui, oui, oui. Il n'y a pas d'urgence. Parce qu'alors, une machine horrible. Une petite, on va essayer de la faire petite. Hein. On va essayer de la raccourcir. Quoi. De toute façon, les histoires raccourcissent le temps. Hein. C'est une histoire bien assez. Comment je vais faire pour raccourcir? Ben, raconte-moi une histoire, ça sera moins long. Il raconte des histoires. Il n'y a pas que. Ouais, il n'y a pas le temps qui est simple monastique, je trouve que l'espace aussi, à cause du temps, à cause des histoires. Et voilà, bon, arrêtons de perdre du temps. On va parler de tout ça, c'est un monsieur très sérieux qui vient des pays très sérieux, où on s'habille en costume tout noir et blanc comme ça, où on met des lunettes, on a une attachée de caisse. Il arrive très loin, au bout des steppes rusines, au bout, on ne peut plus marcher. Après ça, pouf, on tombe dans l'eau, ouais, le soleil se couche. Et là, juste au bout, avant qu'on se trouve là, on regarde la bataille avec son saule, il s'arrête dans une forêt. Et là, il y a un peuple qui vit, un peuple qui parle comme parlait au temps de Nu. Il ne parle pas, il chante. Et il arrive et dit, bonjour, je viens vous voir, vous êtes bien les autres chez les Nani? Oh, chez Nani, eh oui, on est les autres chez les Nani. Je vais voir votre chef. Chef. Comment ça, vous n'avez pas de chef? Et comment vous faites alors pour prendre une décision? Comment vous faites? Qui vous dit ce qu'il faut faire? Oh, c'est simple. On demande à celui qui sait. Puis il nous dit. Oui, mais enfin, quand même, il faudrait quelqu'un pour, je ne sais pas, au moins pour favoriser la chasse, pour ouvrir les portes de la forêt, les portes de la fée et de la rivière. Oh, c'est tout ça. On a c'est qui ça, Dando? Ah, c'est notre grand chasseur-cueilleur, c'est notre grand maître, c'est notre grand chaman. Mais il se fait vieux maintenant. Il est tout caché, il est tout seul dans la forêt, parce qu'il est tranquille. Dando, je vais aller voir Dando. Et le voilà parti dans la forêt, petit chemin. Et il trouve Dando. Dando, il a plus de dents, il a fait les yeux comme des étoiles. Il est assis tout nu comme ça, avec ses branches tout bronzées. Et il regarde les étoiles à travers les arbres de la forêt. Un smile comme ça. Oh, la vie trop vieux. Oh, je suis content. Je viens te voir, je viens chez les autres, chez les Nani. Oh, les autres. Oh, les Nani. Oh, je les connais. C'est bien.
Les Ulchenan, ils parlent mal de toi. Oh. Oui, ils disent que t'es un vieux bon à rien. Oh. Ouais. Et que tu sais plus rien faire. Moi, si j'étais à ta place, je leur demanderais un tribut. Tribut. Mais on est une tribu. Mais non, je leur demanderais un tribut, je leur demanderais quelque chose, quoi, qui te donne quelque chose, pour prouver leur allégeance, pour prouver leur nécessité de t'avoir. Comment ça? Un cadeau, quoi. Cadeau? Oh, cadeau? Oui. Cadeau. Oh oui, cadeau. Oui, un cadeau. Alors il retourne. Et il va. Et il dit, voilà, je viens de voir Danto. Et Danto, il est très impressionné et très fâché. Oh, Danto fâché? Oui, il est fâché parce que vous ne l'honorez plus. Et il demande un tribut. Tribut? Bon, un tribut. Non, il vous demande, je ne sais pas moi, il demande une peau d'écureuil par enfant, une peau de zibeline par femme et une peau d'ours par homme. Les hommes se regardent et les femmes se regardent et les enfants se regardent. Oh, Danto a faim. Danto, c'est plus péché. On va lui donner. Et il donne alors des montagnes de fourrure, des montagnes de peau de mouton, des montagnes de peau d'écureuil, des montagnes de peau de lapin, des montagnes de peau de poisson, des montagnes de peau de tout. Et il part avec tout ça. Il part avec tout ça, mais quelle richesse pour un occidental. Il les dépose dans un coin, il prend juste la queue d'un écureuil, une vieille peau de lapin, une patte de chevreuil, il arrive, il les jette au pied de Danto. Oh, les Ulchés ne savent plus pêcher, les Nani ne savent plus chasser. Ils savent très bien chasser, ils savent très bien pêcher, mais ils te dédaignent, ils sont couverts de zibeline, ils sont couverts de renards, mais c'est tout ce qu'ils ont pour toi. Non, ils n'ont plus de respect pour toi, Danto. Oh. Écoute, il faut que tu me donnes quelque chose pour prouver que je viens de ta part et que tu as confiance en moi. Donner quelque chose? Je ne sais pas, je n'ai rien. Dit-il en regardant sa petite hutte toute vide. Et puis tout à coup, il pense, oui, j'ai quelque chose, il faut pas mentir. Et il va dans un coffre et il sort un collier magnifique, fait de pierres de toutes les couleurs, fait de morceaux d'argile teintés, fait de morceaux de coquillages. Il est là, tout gros, tout beau. Oh, il le regarde avec des yeux qui brillent comme des étoiles, et puis il regarde l'étranger, il dit, regarde, ça c'est mon Birki Kirki. C'est mon charme de chasse magique. Avec ça, j'ouvre les portes du ciel pour les oiseaux. J'ouvre les portes de la rivière pour les poissons. Kirki, kirki. Si tu me donnais ça, là, les Ulchenan, ils me croiraient. Tu veux ça? Pourquoi tu veux ça? Oh, si tu veux ça, tu peux avoir ça. Et il donne le Birki kirki à l'étranger, qui repart tout fier, traverse la forêt et tout, il arrive, pétant de joie. Et maintenant, vous allez m'obéir. D'abord, vous allez me donner une maison. Maison? Oui, il y a toujours une maison pour étrangers. Et vous me donnez les clés. Ah, les clés. Des clés, on n'a pas des clés, ça n'existe pas les clés. Vexé. Alors, mais quand même, ils parlent comme ça, mais ils sont pas bêtes. Les Ulchenan se rassemblent le soir. Il est bizarre, l'étranger. Bizarre. Bizarre, il y a eu des clés, une maison, un Birki kirki. Bizarre. Et Danto, il a besoin de fourrure. Peut-être qu'il faudra aller voir Danto. Oui, dit un jeune homme. Moi, je vais aller voir Danto. Elle parle normalement. Et le jeune homme part. Et il arrive chez Danto. Danto qui est là, toujours tout content, grand sourire. Comme il chipote quelque chose et elle dit tout content. Il a tout raconté aux autres. Et il y avait là l'étranger avec ses yeux d'aiguille et son doux parler qui était là, tout coincé avec son Birki kirki et ses fourrures dans sa maison où il avait inventé une clé et il n'avait plus aucun pouvoir. Il n'était pas le maître à bord. Alors il a pris ses fourrures, il a pris le Birki kirki et il est parti. Et les Ulchenan, ils ont dansé, ils ont chanté comme ils dansent et chantent encore maintenant. Et l'homme, avec ses yeux d'aiguille, son doux parler, il a traversé tous les steppes et puis il a traversé la mer. Et puis il est arrivé dans une grande ville où il y avait une grande maison, tout en verre, avec dedans toutes des autres petites pièces de verre dans lesquelles il y avait des objets. Il a donné le Birki kirki et il a reçu des billets, des morceaux de papier.
Il était content. Et l'homme qui a reçu le birki-dirki est parti très content aussi. Il l'a déposé dans une vitrine. Il a écrit Birki-dirki, charme de chasse magique des peuples du fleuve amour, les Zulch et les Nani. Là, tout le monde peut aller le voir. Tout le monde peut le regarder. Mais personne à part un Ulch ou un Nani ne peut lui donner son pouvoir de charme, de chasse magique. Merci à vous tous, merci pour votre écoute et votre sourire, votre complicité.